Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, cette actualité crypto numéro 26. Donc aujourd'hui nous allons parler de Ripple, de VeChain, de Ecomi, de l'application VV. Il y a pas mal de choses, hein, vous allez voir, j'ai pas mal de choses à vous faire passer comme information, assez intéressantes je pense. Et également à la fin je parlerai des actualités crypto plus générales et surtout économiques et géopolitiques. Donc là aussi on voit qu'il y a pas mal de choses quand même révélatrices du monde dans lequel nous vivons. Voilà. Bon, sur ce, eh bien, écoutez, je vous propose d'embrayer directement et de voir mon trailer, bien sûr, d'abord. C'est parti, je commence comme d'habitude par le VeChain, les amis. Je suis sur la tweet là de la fondation VeChain directement. Première information pour démarrer doucement. Donc là, on voit que VeChain rappelle tout doucement eh bien, que leur système de quasiment gratuit de frais de transaction sur leur blockchain permet eh bien, tout simplement une adoption massive en Chine. Et là, ils le disent bien, adoption grow in China. Donc on voit que ils sont en pleine expansion de leurs activités partout dans le monde, hein, et on va voir comment et pourquoi, parce qu'il n'y a pas que la Chine qui est concernée. Et donc c'est vrai que le VeChain, c'est un des rares projets au monde à être partout et à concerner tous les pays, tous les secteurs. Parce que je rappelle que la Chine, de son côté, a interdit officiellement les crypto-monnaies et notamment les investissements dans les crypto-monnaies. Donc c'est d'autant plus étonnant de voir que le VeChain, lui, est implanté quand même assez bien en Chine. Voilà, donc ça c'est la première information. Je continue cette fois avec là une petite information marrante, communicative et enfin au niveau du marketing. C'est que là on a un tweet de travala.com, vous savez tout ce qui est lié donc au voyage. Oui, donc avec 170 000 followers sur leur site Twitter. Et donc là, en cadre du partenariat entre Travala.com et VeChain, eh bien Travala.com a tweeté et regardez les amis aviateurs VET au niveau du VeChain, eh bien prenez vos destinations en payant en VeChain. Parce que effectivement, Travala l'indique très bien, vous pouvez payer les produits au niveau du voyage sur travala.com en Bitcoin, mais également en ETH, AVA et en 90 crypto-monnaies, dont le VeChain par crédit, par carte de crédit crypto notamment. Voilà, ensuite je continue et là on atteint vraiment le dur du dur. C'est-à-dire que c'était petit échauffement sur le VeChain les amis. Là je vais vous présenter également une petite introduction, parce que là j'ai une grosse information à vous faire passer derrière. Mais avant ça, c'est vrai que je trouvais que c'était important de refaire le point sur les partenariats un peu globaux hein, de l'écosystème VeChain, notamment de la blockchain du VeChain qui s'appelle VeChain Tor pour rappel. Et donc regardez, j'ai un article de Cheeky Crypto là qui date de qui date du 29 mai 2023 qui rappelle justement les partenariats de VeChain. Mais là, c'est pas mis à jour. C'est-à-dire que, vous voyez, c'était dernière mise à jour de cette photo, c'était en juin 2021. Donc on voit qu'on est très loin de la mise à jour là en 2023. Mais quand même, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que les partenariats du VeChain, il y a des gros poids lourds, PwC, DNV, Fenbuchi Capital. Mais également, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve que en fait, le VeChain touche à tous les secteurs quasiment industriels de l'entreprise technologique. On voit le milieu du supermarché avec Walmart par exemple. On voit également tout ce qui est le milieu de la sustainability, traçabilité et des empreintes carbone, notamment avec H&M, vous voyez, c'est en lien avec eux. Enfin, Deloitte, donc là on a parlé de PwC, mais également les télécoms avec la 5G, notamment avec la logistique. Là on retrouve plutôt des entreprises même chinoises au niveau de l'énergie, de la manufacture. On retrouve le médical même avec les hôpitaux. Enfin, on voit qu'ils sont vraiment partout. L'aspect du luxe avec LVMH notamment. Même l'automobile, l'industrie automobile avec BMW, Renault, etc. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a l'aspect des NFT, du métavers, de la communauté, avec VMware notamment, World of V. Mais World of V à l'époque, en 2021, c'était peut-être pas partenaire officiel. Et les partenaires de recherche également du milieu technologique, du Web 3.0 et de la blockchain, avec notamment même l'université Harvard. Donc c'est pas rien quand même. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de rappeler ce contexte-là, parce que là j'ai un autre tweet à vous montrer, beaucoup plus intéressant et important, c'est celui-là. Et très récent, donc qui a été carrément tweeté par la fondation VeChain elle-même, hein, on le voit. Et en fait, dans
dans ce tweet, en fait, il est montré tout simplement l'écosystème de la blockchain en Irlande. Du moins, c'était en train d'être mis en place par tout simplement les autorités de régulation financière et même gouvernementale de l'Irlande. Et regardez, dans cet écosystème de fonctionnement, qui c'est qui vient au cœur du système? C'est tout ce qui est l'aspect infrastructure, et notamment dans les infrastructures repérées, on voit LeVeChain aux côtés de quelques projets crypto comme Chainlink, Cardano, Algorand et Polkadot notamment. Donc il n'y en a pas 36 millions. Et donc on retrouve quand même des projets, pareil, qui ont des fondamentaux assez solides, notamment le Polkadot, avec son projet d'interopérabilité universelle des blockchains, j'en ai déjà parlé. Vous voyez, comme par hasard. Et donc on voit que là, pareil, alors le Cardano, j'imagine qu'ils n'ont pas pris Ethereum, parce que Ethereum, justement, est un peu au Moyen-Âge, désolé pour les pros Ethereum, mais au niveau de la vitesse des frais de transaction, un peu comme le Bitcoin, qu'ils malheureusement, au niveau technique, sont déjà dépassés sur le plan technologique. Mais par contre, vous retrouvez, pour en revenir aux infrastructures, aux côtés de ces infrastructures blockchain ou des entreprises, vous retrouvez quand même des entreprises comme Microsoft, Horizon, IBM, Paxos notamment, connu, et surtout Amazon Cloud Services. Donc ça veut dire que là, on a des partenariats en fait entre ces entreprises-là qui sont quasiment évidents, parce que c'est quelque chose, toutes ces entreprises-là sont destinées à travailler ensemble pour développer notamment l'écosystème de la blockchain en Irlande. Et je rappelle que l'Irlande fait partie de l'Union européenne. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que derrière, à travers cet écosystème-là, vous retrouvez tout un pan derrière par secteur au niveau de l'utilisation, notamment au niveau du légal, l'aspect juridique, parce que vous savez que la blockchain, si vous avez une entreprise, que vous avez essayé d'investir dans la crypto-monnaie, je vous mets au défi de trouver un bon comptable, un bon avocat qui est capable de bien vous conseiller sur l'aspect juridique avec les crypto-monnaies au milieu, les impôts, etc. liés associés à ça. Voilà, donc ils vont développer tout un écosystème avec l'aspect légal, juridique, l'écosystème lié à l'éducation également, forcément, avec les journaux, etc. Le Web 3.0, et là, comme par là, regardez, on retrouve Ripple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des entreprises, même du Web 3.0, qui ne sont pas forcément liées à des infrastructures. Donc, on voit bien que là, il y a une différence entre le VeChain notamment et Ripple, parce que le VeChain est considéré comme une infrastructure, et Ripple et le XRP est considéré comme une technologie, en fait. Et c'est exactement ça, parce que le Ripple, il permet quoi? Il permet de révolutionner le réseau Swift bancaire, donc au niveau du Web 3.0. Bon. Ensuite, on retrouve les plateformes exchange, notamment Binance. Et là, comme par hasard, on retrouve là les gouvernements très importants et la régulation. Et notamment, on retrouve l'Union européenne avec la loi MiCA. Ah, c'est marrant quand même. Donc, quand on voyait que le VeChain tweetait, je crois que je vous ai montré la semaine dernière, il y a 2 semaines, que il était en lien avec notamment, et qu'il était prêt déjà, là-bas, ils sont prêts pour la régulation MiCA européenne, bah, c'est pas du pipeau, parce qu'en fait, déjà, tous ces gens-là sont déjà en lien entre eux, et on le voit, c'est noir sur blanc ici. Voilà. Et là, comme par hasard, on retrouve également l'IDEA d'Irlande, bah, forcément, puisque c'est eux qui sont en train de mettre en place ce genre de système au niveau de la blockchain d'Irlande. Voilà les amis, donc après, il y a également tout ce qui est l'aspect des investissements, capital, venture, ici. Les banques internationales, on retrouve JP Morgan, le Crédit Suisse qui a coulé entre-temps, donc ça je pense qu'ils vont enlever. Barclays, enfin voilà, donc on trouve quand même des grands noms au niveau des entreprises et surtout, bien sûr, le plus important, de la FinTech avec Mastercard, notamment pour les paiements en carte de crédit et également Stripe pour toutes les entreprises qui veulent proposer des solutions de paiement en crypto-monnaie. Que Stripe, c'est un fournisseur de paiement, je rappelle, pour les entreprises. Voilà, donc on voit que le VeChain, non seulement le VeChain est capable de, comme je vous l'ai montré au préalable ici, de toucher à tous les secteurs d'entreprise, mais pas que, au niveau du reste également des administrations, des gouvernements, mais en plus il représente une infrastructure à lui tout seul, au niveau du projet, pour le reste de l'écosystème de blockchain, même à un niveau macroéconomique. Là, je vous ai fait, là on va dire que c'est l'aspect zoomé du projet, et là c'est l'aspect dézoomé avec une vision d'ensemble du projet, et on voit bien que le VeChain a toute sa place et toute son importance sur le long terme pour l'avenir de la blockchain. Je me toujours rappelé, j'ai toujours dit, malgré bien sûr sa faiblesse, qui reste la centralisation au final. Bon, voilà les amis.
C'est pas fini, je continue avec le VeChain, dernière information sur le VeChain. Et bien là, on a un tweet de It's IU Charlotte qui parle effectivement du VeChain et notamment de la consommation énergétique. Vous savez qu'en ce moment, on entend le réchauffement climatique à toutes les sauces, on nous le fait manger à toutes les catégories. Et bien là, regardez, le VeChain, la consommation énergétique du VeChain est l'équivalent de 0,04% d'une autre blockchain, de toutes les autres blockchains. Et donc en 2022, elle prend un exemple, donc Charlotte, Ayou, et bien sur 2022, avec l'écosystème de la blockchain du VeChain, a consommé 4,46 tonnes de CO2 sur l'année, ce qui est l'équivalent en fait de la consommation en essence d'une seule personne sur une année. Voilà, voilà ce que représente l'ensemble de la consommation énergétique du VeChain. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Donc on voit qu'on est inscrit sur tous les niveaux, que tous les voyants sont dans le vert, à part l'aspect centralisé, bien évidemment, que je ne répéterai jamais assez. Bon, pour ce qui est du projet VeChain, si vous n'avez pas vu, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir ma vidéo sur le VeChain que je présente, dans les grandes lignes en tout cas. Et sinon, je rappelle bien sûr, très important, je ne suis pas un conseiller financier, que tout ce que je dis dans ces vidéos, dans toutes les vidéos, c'est à titre informatif uniquement, et que vous devez faire toujours vos propres recherches avant de prendre quelques actions que ce soit. Une fois que ça c'est dit, je continue les amis, et cette fois je passe au projet VV Digital Collectibles. Hop! Donc là, je suis sur leur tweet officiel, et notamment, j'ai passé en revue les drops qu'ils ont fait cette semaine, avec notamment le dernier drop en date de Marvel Comics Spider-Woman, en fait, hein, c'est Spider-Verse, mais en fait, c'est Spider-Woman. Donc c'est vrai que c'est assez sympa sur ce projet-là, avec VV, c'est que vous avez même la possibilité de collectionner donc, tous les comics existants, aujourd'hui en physique. Un, c'est pas abordable. Il y a des comics qui coûtent des millions de dollars en physique. Et deux, c'est très difficile d'y avoir accès parce que tout le monde se les arrache. Et en plus, ils sont peut-être très abîmés, notamment ceux de 1940 et quelques. Plutôt difficile de mettre la main dessus. Donc c'est vrai que là, c'est l'aspect, la même utilisation, je dirais. Eh bien, on voit que moi personnellement il m'est arrivé de lire une BD, enfin une bande comics sur mon iPad, et c'est vrai que c'est assez sympa à condition d'aimer lire quand même sur le support numérique. C'est vrai que ça peut rebuter certaines personnes. Voilà, mais en tout cas l'utilité déjà est là quand même. Bon, ensuite je continue sur les drops qu'ils ont fait, il y a les timbres. Ils ont sorti un timbre notamment de 1938, donc pour les collectionneurs de timbres. Également, ils prévoient un nouveau drop. Donc là, cette fois, c'est au 2 juin. Vous voyez, vendredi 2 juin, donc demain, sur Happy Tree Fun. Donc ils continuent en fait à développer leur licence, leur partenariat. Quand même assez solide celui-là. Là, ils reparlent de Gwen Stacy, la Spider-Woman. Ils ont sorti également les Marvel Mighties avec les Gardiens de la Galaxie 3. Et également, oui, petit rappel, donc il reste jusqu'au 10 juin. Si vous êtes intéressé pour le craft, vous savez, du gant d'infinité, pour avoir le drop de Thanos, eh bien, sachez qu'il vous reste là 9 jours pour pouvoir prétendre à tout cela. Voilà. Bon, maintenant que j'ai passé, je ne vais pas aller plus loin sur les drops, je vais passer à l'aspect, pareil, j'ai fait un petit dézoom sur le projet en soi qu'est VV avec l'entreprise Ecomi derrière. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a une vraie vague de fureur de la part des investisseurs qui voient en fait les prix du token OMI descendre, enfin, ils touchent le fond et creusent encore. C'est vrai. Et donc c'est pour ça que là, la première chose, je me suis dit, bon, vu que là, il y a ce problème-là en cours de hype, enfin, quelle que soit la raison, eh bien, on va voir quelle est la capacité de l'entreprise Ecomi à encaisser déjà un bear market et également cette vague de peut-être de départ des investisseurs. Et donc c'est pour ça que là, j'ai trouvé, donc je ne suis pas arrivé à trouver, là c'est un carton jaune par contre, je ne suis pas arrivé à trouver les bilans officiels des revenus de l'entreprise Ecomi avec VV. Donc ça déjà au niveau transparence, c'est vrai que c'est pas bon signe. Hein, je vous le dis en toute transparence, si vous êtes investisseur de ce projet-là, je rappelle toujours que la transparence c'est le plus important. Par exemple, la fondation VeChain, je vous l'ai déjà montré, eux, tout le trimestre, ils indiquent clairement où ils en sont au niveau de leur finances, leur trésorerie.
Dommage que ce soit pas le cas avec l'entreprise Ecomi. Mais sinon, donc j'ai fouillé autrement. Et donc là, je suis tombé sur ce tweet de Danny Dabull qui, lui, eh bien, est tombé à trouver l'information sur le burn notamment de token OMI. Et je vous rappelle que le principe de l'application VV, c'est que quand vous achetez un NFT sur cette application, vous achetez derrière des gemmes. Et donc, ces gemmes-là achetées correspondent derrière en fait à des tokens OMI. Donc là, on en revient au token OMI. Et donc, en fait, quand vous achetez des gemmes, vous achetez en fait des OMI en réalité. Or, il y a un principe dessus, c'est que là, vous avez tout un système simplement de burn de tokens OMI et du nombre de tokens OMI achetés sur l'application, mais quasiment en temps réel. Et là, qu'a prouvé donc Danny Dabull, c'est qu'à travers ces tableaux-là, ces informations, eh bien, VV, en fait, arrive à faire 1 million de dollars de chiffre d'affaires par semaine, c'est-à-dire entre 3, on va dire, et 5 millions de dollars par mois. Donc, c'est-à-dire qu'avec un chiffre d'affaires comme ça, et ils n'ont pas 36 milliards de charges, on va dire, mais j'aimerais bien mettre la main sur leurs dépenses, mais ça, je ne suis pas arrivé. Mais on imagine qu'avec ce genre de chiffre d'affaires, vu qu'ils n'ont pas une équipe qui dépasse peut-être les 100 employés, normalement, ils devraient largement s'en sortir. Mais bon, après, comme je vous dis, j'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, il y a des indicateurs quand même assez forts sur leur santé financière. Donc, première chose. Ensuite, maintenant, je vais me focaliser sur le tokenomics, parce que c'est le sujet du moment qui fait fuir les investisseurs du tokenomics qui vendent en masse, et donc fait toujours plus chuter le prix du token. Il faut savoir, première chose, qu'au total, il y a 700 milliards de tokens OMI existants. Pas forcément en circulation, mais existants avec un max supply de 700 milliards. Sur ces 700 milliards, il y en a actuellement, là c'est écrit ici un token, vous voyez, brûlé, un total de 95 milliards de tokens qui ont été sortis de la circulation. Donc aujourd'hui, on a à peu près 605 milliards de tokens restants existants dans la nature, quelle que soit leur destination, où ils sont, etc. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2 ans, avec leur système de drop, parce que je vous rappelle que le système, quand vous achetez un NFT sur l'application VV, vous achetez donc des gemmes, vous achetez derrière donc des OMI, et quand vous achetez ces NFT là, il y a une partie des OMI achetés qui vont sur un portefeuille de burn. Et c'est exactement ce qui arrive en finalité ici. Token burn. C'est-à-dire sorti de la circulation. Et donc ça veut dire qu'en 2 ans, parce que je rappelle que le projet est sorti en 2021, eh bien en 2 ans, on a quasiment 100 milliards de tokens OMI qui ont été sortis de la circulation et brûlés. Donc à ce rythme-là, si vraiment on garde ce rythme-là, bien évidemment, ça veut dire que dans 10 ans, eh bien, on aura brûlé 500 milliards de tokens OMI, et ça veut dire qu'il restera plus que une centaine de milliards dans 10 ans de tokens OMI en circulation. Ça veut dire que l'offre dans 10 ans de tokens OMI, elle aura été réduite, mais de façon drastique, enfin, plus que drastique même. Et donc si on tombe dans 10 ans à 100 milliards de tokens OMI en circulation, ça veut dire que par l'effet de l'offre, de la loi du marché, de l'offre et de la demande, forcément les prix du token OMI vont remonter mathématiquement parce qu'il y a un système déflationniste. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc si par exemple vous voulez investir sur votre retraite, parce que c'est en même temps le sujet du moment, là, petit aparté, on va dire humoristique, eh bien, si vous prévoyez d'investir sur le long terme, sur 10 ans, ce genre de projet, sachez qu'il est automatiquement déflationniste par nature quand on a un investissement sur le token OMI. Donc déjà, première chose pour prendre du recul. Voilà, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est la guerre, là. Deuxième chose, voilà, maintenant j'ai pris les chiffres. Vous voyez, j'ai un tweet de Jason Colon avec des informations, avec un graphique et tout, cette fois sur le nombre total de tokens, voilà, burn, vous voyez, en orange, ça c'est la ligne que vous pouvez voir orange, et en parallèle, donc c'est sur toute l'année 2022 là, le nombre de drops, et notamment des drops par édition spéciale. Notamment, par exemple, là on a la voiture de Retour vers le futur, et on voit qu'il y a eu un véritable carton, et que les gens sont jetés sur l'achat de la voiture volante de Retour vers le futur, et ça c'était en fin d'année 2022. Enfin, peut-être en septembre ou en octobre, je sais plus. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on voit comme par hasard, regardez, il y a eu un pic
du nombre de tokens total brûlés de Omi. Et là, on est passé de 75 milliards à 75 milliards 300 millions. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, déjà, on voit que là, il y a eu exactement 128 millions. Voilà. C'est-à-dire que là, avec une seule édition, il y a eu 128 millions de tokens qui ont été brûlés. Comme vous pouvez le voir, la burn transfer par drop. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on voit bien qu'en 2022, la tendance, malgré le bear market, parce que là, il faut savoir ça aussi, parce que nous sommes en bear market. Et bien, malgré le bear market, on voit que la tendance est quand même restée à la hausse du burn de tokens. Or, depuis, là, on a 76 milliards, mais depuis, aujourd'hui, nous sommes en juin 2023, donc 6 mois après, on voit qu'on est passé à 95 milliards de tokens, comme je l'ai montré ici en temps réel, 95 milliards. Donc ça veut dire qu'on a brûlé en 6 mois à peu près 20 milliards de tokens. Donc si on continue comme ça, on est plutôt bon. Pour la suite de l'année, on sera dans les 40 milliards de tokens brûlés et ainsi de suite. Donc on va plutôt être dans les 80 milliards de tokens brûlés par tous les 2 ans. Bref, bon ça c'est du détail mathématique, mais pour vous dire que la tendance est là quand même et qu'on voit surtout que malgré le bear market, eh bien les gens restent fidèles quand même à l'application VV. Et là, c'est en plus en 2022, il n'y avait pas encore le Master Collector Programme, il n'y a pas encore le VVerse, il n'y a pas encore ce genre de choses prévues. Donc je suis curieux je serais vraiment curieux de savoir, de connaître ce graphique-là pour 2023, et j'essaierai de vous le trouver notamment, parce qu'on pourra, là on pourra avoir plus de détails justement sur la tendance. Voilà. Donc on voit également que là, sur la fin de l'année 2022, ils ont rapproché leur drop, l'application VV, et que forcément, et donc du coup, on voit qu'il y a eu un effet ricochet, c'est qu'il y a eu moins d'impact. C'est-à-dire que les gens ont été moins attirés du coup, parce qu'il y avait beaucoup plus d'offres, et donc ont moins dépensé en termes sur un drop spécial. Mais après, c'était pas des drops. Là, on voit, il y a Miles Morales, Spider-Man, là, on voit Retour vers le futur 3. Donc là, c'est des franchises quand même très connues, notamment James Bond. Et là, c'est vrai qu'on a une inondation de Marvel Zombies. Et après, le reste, c'est pas des choses plus connues. Mais si on a des drops qui concernent des franchises connues, on voit que les drops, ils explosent en termes d'achat. Ça aussi, je trouvais intéressant à voir. Donc, ça veut dire que là, si à ce rythme-là, avec la communauté actuelle et les ventes de NFT actuelles, l'entreprise Ecomi arrive à s'en sortir, ça veut dire qu'en fait, sur le long terme, ils sont plutôt gagnants, forcément. Parce que là, nous sommes en bear market. Le bull run va démarrer, je pense, l'année prochaine, donc peut-être en fin 2024, après le halving du Bitcoin. Donc, pour regarder, je pense que c'est important de prendre du recul avant de jeter un projet comme ça à la poubelle, parce que son prix du token baisse drastiquement, en fait. Voilà, pour ça. Enfin bref, voilà. Donc les amis, sur ce, si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à regarder également cette vidéo que je vous ai fait là pour présenter, parce qu'il y a plein d'informations dedans, etc. Si vous êtes intéressé, à passer sur les actualités du Ripple et sur le projet XRP. C'est parti. Donc là, j'ai pas beaucoup d'informations, les amis. J'ai un article à vous montrer. C'est l'article de cointribune.com et notamment donc la défaite imminente de la SEC face à Ripple. Les baleines nagent dans la joie. Donc effectivement, là, c'est plutôt positif, hein, selon l'article. Mais après, moi, j'invite quand même à la prudence parce que c'est vrai que là, j'ai un tweet, donc du coup, je vais vous montrer ici de Ali. Et vous pouvez voir, en fait, ce tweet-là fait référence simplement à l'achat massif sur les 3 dernières semaines des baleines en XRP. On voit qu'il y a une explosion des achats de la part des baleines, c'est-à-dire des plus gros détenteurs de XRP qui ont accumulé encore plus de XRP. Et donc, il y a 2 hypothèses. C'est effectivement soit la lecture qu'on peut en faire direct, c'est très bon signe, puisque les baleines, en général, c'est des personnes qui sont plutôt proches de ce genre de projet, qui connaissent un petit peu les sentiments du marché, qui sont assez expérimentés, et donc ça veut dire qu'ils parient sur une victoire de Ripple contre la SEC, s'ils font ça.
Mais après, ça peut être, moi, là aussi, j'ai attention, avec l'expérience, moi, que j'ai avec le bull run, dernier bull run et le bear market, c'est également attention à la manipulation de marché, parce que ce qui peut se passer également de la part des baleines, c'est que elles font croire que en achetant, du coup, ça va aller, que Ripple va gagner. Or, ça peut être l'inverse, parce qu'en réalité, personne ne sait vraiment, hein. Personne n'est dans la tête de la juge Annalisa Torres pour savoir à sa place si, si ça va être la victoire ou pas pour Ripple. Donc, je dis moi, j'appelle à la prudence. Je dis surtout, ce qui peut se passer, c'est que là, ça peut être un élément qui incite les gens, les particuliers, à rentrer sur le marché du XRP, à acheter. Et s'il y a une chute, il n'y a pas de victoire de la part de la SEC, de la part de Ripple sur la SEC, et bien derrière, juste avant, les baleines vont vendre en masse, juste avant la nouvelle, et elles auront vendu donc au pic, et derrière, eh bien, vous, les particuliers, quand vous subirez peut-être la nouvelle, mauvaise nouvelle hein, pour le coup, eh bien les prix du XRP vont s'effondrer. Comme ça a été le cas lors de l'annonce du procès contre Ripple de la SEC en 2021 ou en 2020. Voilà, donc attention à ça, c'est l'histoire peut se répéter, mais bien entendu, sur le plan direct, la lecture est très favorable quand même pour Ripple. Voilà, donc ça c'était mon petit message d'avertissement. Attention les amis, toujours attention de toute façon, soyez prudent avec ce que vous faites avec votre argent. Et puis sinon, eh bien, je continue cette fois sur les actualités plutôt crypto générales, mais avant ça, je vous invite à voir ma vidéo sur le Ripple, sur XRP, où je vous présente tout un peu au niveau de la technologie révolutionnaire sur le réseau Swift. Voilà. Sinon les amis, je passe maintenant aux actualités crypto plus générales avec donc un premier article de journalducoin.com où vous avez effectivement Binance qui a annoncé le retrait des crypto-monnaies anonymes du titre XMR, Dash et ZEC face à la régulation. Donc là, on voit qu'il y a effectivement un vrai sujet avec la régulation, c'est qu'aux États-Unis, donc il n'y a pas de distinguo entre régulation et répression sur les crypto-monnaies. Eux, ils n'ont rien à voir avec ça. Par contre, en Europe, notamment, là on parle de la France hein, notamment, parce que Binance retire en France également les crypto-monnaies XMR, Dash et ZEC. Donc là, effectivement, on peut dire, mais qu'est-ce qui se passe, même pour nos libertés? C'est-à-dire que là, on voit effectivement, si on prend du recul, que petit à petit, on nous supprime de plus en plus de libertés sur beaucoup de sujets. Il n'y a pas que dans le milieu des cryptos, hein, on le voit bien. Donc là aussi, on voit que la centralisation continue de se durcir de la part des autorités financières qui essayent de mettre le contrôle sur à peu près tout ce qui est possible de leur côté. Voilà. Je continue. Autre information, donc là, effectivement, on a là, au niveau du minage du Bitcoin, donc les États-Unis, j'ai un article de cryptost.fr, la taxe de 30% prévue par l'administration Biden sur le minage de crypto-monnaies est abandonnée. Effectivement, c'était au goût du jour, hein, rappelez-vous. Effectivement, j'avais fait une vidéo là-dessus, je crois. Et effectivement, Joe Biden voulait taxer en plus 30% sur le minage, industrie des crypto-monnaies. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle que cette taxe-là soit abandonnée aux États-Unis, parce que sinon, l'industrie du minage aurait pris un coup là-bas, et donc, forcément, il y aurait eu des répercussions dans le monde. Bon, et sur ce, donc, je vais vous expliquer pourquoi ils ont abandonné cette tâche-là, enfin, Joe Biden a abandonné cette taxe, c'est tout simplement parce que j'ai un article de capital.fr qui le dit. États-Unis, le plafond de la dette américaine suspendu par la Chambre des représentants. Et donc en fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé que Joe Biden et McCarthy, donc le président des Républicains, eh bien, tous les deux, ils se sont mis d'accord, ils ont fait un compromis pour justement suspendre le plafond de la dette. Et sans ce compromis, eh bien, il y avait un véritable danger, parce que là-bas, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est juridique. Ils doivent se mettre d'accord, ils doivent voter à chaque fois, tous les ans normalement, une nouvelle relève du plafond de la dette. Or là, ils n'étaient pas d'accord jusqu'au dernier moment, et donc ils se sont mis d'accord enfin pour éviter une banqueroute en fait des États-Unis, hein, tout simplement. Et donc ce qui se passe, c'est que au passage, eh bien, grâce à McCarthy, eh bien, c'est pour ça qu'il y a l'industrie là-bas de crypto-monnaies, de minage de crypto-monnaies, qui a vu la taxe de 30% retirée du projet par Joe Biden, qui a consenti à faire ce compromis. Voilà à quoi ça s'est joué, les amis. Sinon, maintenant, pour en revenir à l'aspect plus géopolitique, prendre du recul encore plus, eh bien, on voit que là, ça y est, les États-Unis, ils ont suspendu carrément, jusqu'à 2025, en fait,
le plafond de leur dette. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus vraiment de plafond de la dette en ce moment aux États-Unis, ça a été voté. Donc là, ça va être open bar. C'est ça que ça veut dire derrière. Donc bien sûr, les républicains, eux, ont trouvé comme compromis des coupes budgétaires pour justement essayer de faire baisser les dettes des États-Unis, mais on sait très bien comment ça va se passer. Vu qu'il n'y a plus de garde-fou réellement, il n'y a plus de plafond de la dette qui est suspendu jusqu'en 2025, eh bien les démocrates, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en donner à cœur joie et ils vont financer à gogo à petit peu près tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils feront quand même, ils arriveront à trouver les moyens de placer leur financement. Voilà, donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que ça, c'est pas bon du tout, parce qu'on va avoir une impression, on va avoir la planche à billets qui va fonctionner, mais comme une folle, là-bas aux États-Unis. Le dollar, du coup, qui est déjà en position un peu de faiblesse aujourd'hui avec le BRICS, qui continue d'avancer avec la Russie, la Chine, etc., au niveau du yuan, etc., eh bien, on voit que là, le dollar va encore prendre un coup à cause peut-être de cette planche à billets et donc va créer derrière une hyperinflation. Et si je parle de l'hyperinflation, c'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais c'est également parce qu'on a des gens comme Michael Saylor et Elon Musk qui parlent également de l'hyperinflation, mais liée aux États-Unis cette fois. Et donc Michael Saylor, là j'ai un tweet de Michael Saylor qui a repris en fait une interview de Elon Musk avec des journalistes. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que Elon Musk, donc là je sais pas s'il était dans un bar ou un restaurant, et en fait avec des journalistes, ils se sont amusés un petit peu, je sais pas trop quoi. Et à un moment, un des journalistes a écrit sur une serviette 44 milliards de dollars. Et il a écrit I own you, c'est-à-dire je vous dois, c'est une reconnaissance de dette, Elon Musk, 44 milliards de dollars, liés au rachat en fait de Twitter par Elon Musk qui a coûté 44 milliards de dollars. Donc en fait, c'était une petite blague entre eux. Les journalistes disent à Elon Musk, bah, en gros, on vous doit 44 milliards de dollars parce que avec vous, vous avez racheté quelque part le milieu du journalisme. Enfin, si on met entre les lignes, c'était un peu leur blague. Sauf que qu'est-ce qu'a répondu en rigolant Elon Musk? Il a dit bientôt, de toute façon, vos 44 milliards de dollars ne vaudront plus rien. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait allusion quelque part à l'hyperinflation, comme ça a été le cas au Venezuela, comme c'est le cas actuellement en Argentine, où vous avez bien 100% d'inflation sur une année. Et du coup, à ce rythme-là, c'est plus une inflation, c'est une hyperinflation. Et là, vous avez une chute drastique de la valeur de votre monnaie. C'est-à-dire que là, par exemple, en France, quand on a l'inflation liée aux produits alimentaires et tout, c'est l'inflation liée à des facteurs géopolitiques, avec l'Ukraine, avec la guerre Russie-Ukraine, etc. Là, lui, il parle vraiment de la valeur du dollar. Donc derrière, si le dollar s'effondre, ce sera pareil pour l'euro, etc. Donc là, en fait, on arrive, lui, c'est son avis également, hein, ce que je vous dis depuis des mois dans mes vidéos, qui pense également qu'on arrive à la fin du système de monnaie fiat actuel, que l'on connaît avec le dollar et même les autres monnaies comme l'euro, etc. Voilà les amis, j'ai un article de lefigaro.fr normalement, non de coins.fr, je crois que c'est coins.fr, donc pour la Banque Centrale Européenne, l'euro numérique s'intégrerait en douceur dans le secteur des paiements. Donc quand je vous dis que effectivement nos libertés individuelles, collectives, eh bien, ils nous les sucrent doucement, petit à petit, ben en fait, ils le disent très bien, et ils le savent très bien également au niveau des autorités financières, c'est que il faut toujours faire les choses en douceur pour faire passer des mesures un petit peu impopulaires. À part, il n'y a que Macron, lui, qui est allé dans le brut, en force, et on voit d'ailleurs que ça a donné les gens dans la rue pendant des mois. Donc on voit que là, leur objectif, c'est de passer l'euro numérique en douceur dans le secteur des paiements pour pas trop brusquer les gens, et également pour derrière, pour mieux contrôler les paiements, hein, on le sait. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que qui c'est qui a mis en place donc l'euro numérique, donc c'est la Banque Centrale Européenne, mais derrière, c'est aussi les autorités gouvernementales, le Parlement européen, les députés européens, etc. Et si je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que derrière, donc, ces gens qui nous pondent les lois, qui décident de nous mettre l'euro numérique pour plus de transparence dans nos paiements, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, de leur côté, donc là j'ai un article de lefigaro.fr, on a l'eurodéputé grec Eva Kaili, au cœur du Qatargate, reprendra ses fonctions la semaine prochaine. Mais là, on est dans un monde de fou, c'est-à-dire qu'on est en train de nous sucrer nos libertés à droite à gauche dans tous les sens, au nom du blanchiment d'argent, du terrorisme, de la fraude. On le voit avec Binance qui doit supprimer des crypto-monnaies sur sa plateforme Exchange, comme
le Monero, etc., parce qu'elles sont anonymes et donc peut-être favorisées par les terroristes, les criminels. Et de l'autre côté, on a au cœur même de notre gouvernement, et encore plus loin, notre euro-gouvernement, eh bien, une affaire de corruption, quand même, c'est pas rien, parce que Eva Kaili, je rappelle, elle a été pincée parce qu'on a retrouvé, donc quasiment en flagrant délit, ça c'est le principe, avec un sac de 1 500 000 $ chez elle. Et donc, avec ce sac de 1 500 000 $, eh bien, on imagine déjà qu'elle les a pas retirés à la banque, au guichet du coin, parce que, vous savez, nous, on est plafonné à 500 € par semaine, déjà. Donc voilà, première chose, et surtout, forcément, les enquêteurs pensent que ça vient de l'affaire Qatargate, du Maroc, etc. Donc derrière, il y a même des implications de corruption, mais qui peuvent avoir des répercussions graves sur les relations diplomatiques avec d'autres pays, au niveau de l'Union européenne. Donc c'est pas rien, donc déjà au minimum, non seulement elle doit aller en tôle, c'est avéré, mais surtout, déjà, elle devrait perdre son travail. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses, quand même. Ou être suspendu le temps que que les choses soient tirées au clair, peut-être. Or là, même pas. Donc, on lui a retiré son bracelet électronique. Il n'y a pas encore la fin du procès, hein. Il n'y a pas de procès, pour l'instant. Et donc, elle reprendra ses fonctions comme si de rien n'était la semaine prochaine, c'est-à-dire, en fait, cette semaine. Voilà. Donc là, on se dans un monde de fou quand même. Et donc on voit comment ça fonctionne le monde. Et encore plus loin, je vais vous montrer un article encore plus flagrant quand même du monde dans lequel nous vivons, avec le pouvoir de la centralisation et les dérives que ça a entraîné. C'est que là, j'ai un article de Ouest France. Ça, c'est en Grande-Bretagne, c'est en Angleterre. Donc effectivement hors Union Européenne désormais, mais quand même, ça donne le ton. Football, jusqu'à 11 ans de prison pour diffusion illégale des matchs de la Première Ligue. Donc, vous avez 5 personnes qui ont pris 11 ans de prison parce qu'en fait, ils ont craqué le système de diffusion des matchs de la Première Ligue. Et voilà. Et en parallèle, vous avez donc une eurodéputée qui détourne des fonds de 1 500 000 $, qui fait de la fraude fiscale, parce qu'on imagine très bien que cet argent, elle n'a pas déclaré en tant qu'impôt, on peut l'imaginer. Et en plus, derrière, elle reprend ses fonctions comme si de rien n'était, etc. Donc là, on est chez les fous, en vrai, on est chez les fous. Voilà. Donc pour vous dire, donc sur la petite conclusion de cette vidéo, c'est ça, c'est qu'on voit bien qu'il y a vraiment un problème au niveau de la centralisation actuellement, et surtout ce que ça implique, c'est que le fait que cette personne, Eva Kaili, soit corrompue, eh bien, n'ait pas de problème, et soit même réintégrée dans son institution européenne, c'est qu'en fait l'institution européenne en elle-même est corrompue. C'est ça que ça veut dire. Et là le problème. Donc ça veut dire qu'en fait on a une autorité financière généralisée, malheureusement, on arrive là, qui en fait est corrompue, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que la décentralisation, c'est l'espoir pour nos libertés, pour les citoyens, en fait de remettre de la transparence dans tout ça, de remettre donc du coup de la confiance, et de refaire fonctionner un système qui en fait arrive à bout de souffle pour le même principe de corruption, de chute de monnaie fiat, etc. Et là on retrouve quoi? On retrouve exactement le même scénario que Rome, il y a 2000 ans, et qu'à la chute de Rome. Parce que la chute de Rome a été causée par les dissensions internes, la corruption, la décadence, et également la chute de la valeur économique de Rome. On retrouve les mêmes scénarios. Voilà les amis, donc sur ce, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir ma chaîne, et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. La bise, ciao.